Et alors on reprend la suite. C'est Moussa Madouche de Paris qui va donc nous parler. On revient dans les prothèses articulaires au niveau de la hanche cette fois-ci. Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, merci pour l'invitation. Je vais vous parler donc des couples de frottement des prothèses totales de hanche et comment on en est arrivé là. En revanche, il y a un parti pris dans cet exposé. C'est dommage que Monsieur Sedel se soit réveillé parce qu'il va m'agresser tout à l'heure, mais c'est pas grave. Il y a un parti pris, je vais vous raconter comment, non pas l'histoire de la prothèse totale de hanche, parce que ça serait un peu trop long et fastidieux. En revanche, je vais vous raconter comment nous, à l'hôpital Kocher, on en est arrivé là aujourd'hui et quelles sont nos indications et pourquoi. Donc c'est seulement comment on en est arrivé là à l'hôpital Kocher. Donc, comme pour la prothèse de genou et sûrement encore plus pour la prothèse de hanche, c'est une intervention extrêmement fiable qui améliore de façon régulière la qualité de vie des patients avec des résultats fonctionnels qui sont régulièrement excellents, plus d'1 million posés dans le monde. Et dans le Lancet en 2007, ça avait été qualifié comme étant l'opération du siècle dernier, bien sûr. Donc la référence, c'est cette prothèse qui a été inventée par un Anglais qui a été anobli secondairement, qui s'appelle John Charnley. Cette prothèse était cimentée sur le fémur et sur le versant acétabulaire. Le couple de frottement, c'était du métal sur du polyéthylène et une petite tête. Pourquoi une petite tête de seulement 22 mm? Parce que ça réduit le couple de frottement et donc ça diminue l'usure de la prothèse. Et les résultats de cette arthroplastie ont été régulièrement bons dans les séries américaines, comme celle de la Mayo Clinic, ou anglaises, avec des résultats supérieurs à 80% de survie à 20 ans. Le souci de ce type de prothèse, c'est l'usure du polyéthylène, et comme vous le voyez ici, ça aboutit, quand l'usure dépasse 0,1 mm par an, à une ostéolyse périprothétique, c'est-à-dire à une destruction de l'os autour de la prothèse, qui aboutit à un décèlement des implants. Nous également avons mis en évidence cette limite de 0,1 mm. En 1972, à l'hôpital Cochin, donc Marcel Kerboul met au point cette modification de la prothèse de Charnley, qui devient donc la prothèse de Charnley-Kerboul, avec un certain nombre de modifications anatomiques, une ouverture de l'angle cervico-diaphysaire, un élargissement de sa partie métaphysaire, une augmentation du nombre de tailles pour s'adapter à toutes les situations anatomiques. En revanche, ont été conservées la petite tête, la cupule en polyéthylène et la fixation cimentée. Et sur un article relativement récent, on a mis en évidence une survie au moins aussi bonne que celle de la prothèse de Charnley. On était même à 90,5% de survie, quelle que soit la cause de reprise, à 18 ans de recul. La cause principale, là encore, dans cette série, c'était donc l'usure et l'ostéolyse. Et à partir de ces observations, depuis 2000, quand M. Courpier m'a recruté dans le service, on s'est intéressé à essayer d'améliorer le couple de frottement, et donc à l'évidence, il faut diminuer l'usure du polyéthylène. Pour ça, deux possibilités, soit augmenter la résistance à l'usure de celui-ci, soit diminuer le coefficient de frottement en mettant autre chose que du métal en face du polyéthylène. Ça nous a paru plus intéressant que de s'orienter vers des solutions qui consistaient à complètement changer le couple de frottement ou à changer le mode de fixation. On a essayé de résoudre les problèmes qui nous sont apparus. Et donc, depuis 2000, 3 études prospectives randomisées ont été réalisées dans le service qui tentaient toutes de répondre à la question: est-il possible de réduire l'usure du polyéthylène en faisant varier soit la cupule, on va les détailler tout à l'heure, soit en faisant varier le matériau de la tête fémorale. Tous les paramètres en dehors de ce qui était modifié, c'est-à-dire le matériau de la tête ou le type de la cupule, étaient identiques: le diamètre de la tête, la fixation cimentée, la voie d'abord, les suites. Avant de détailler ces 3 études, il y a 2 notions qui sont importantes, c'est comment se déroule l'usure du polyéthylène. En fait, l'usure du polyéthylène se déroule en 2 phases. Une première phase durant les 2 premières années qui consiste en une déformation plastique du matériau, le fluage, et une usure accélérée qui correspond à la conformation des surfaces. Et une deuxième phase, au-delà de la 2e année, qui elle est linéaire, et qui correspond à l'usure vraie du matériau. L'autre notion qui est très importante, c'est qu'il est tout à fait possible, si on dispose d'un outil
fiable, c'est-à-dire précis et reproductible, de prédire dès les 2 premières années, à partir de la 2e année, ce qui va se passer à long terme en termes d'usure du polyéthylène. Et nous avons également, nous-mêmes, avec la collaboration, enfin avec l'aide d'un Américain qui s'appelle John Martel, on a mis au point ce logiciel spécifiquement dédié à ces cupules en polyéthylène cimenté, avec une excellente reproductibilité et un biais tout à fait acceptable. Et donc je vais vous dérouler les 3 études. La première concerne la modification du polyéthylène, et cette modification s'appelle la réticulation du matériau. En fait, cette diapositive est un petit peu compliquée, donc je vais aller très vite. Quand on stérilise du polyéthylène, il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent, dont la production de radicaux libres, et ces radicaux libres, que ce soit lors du vieillissement sur étagère de l'implant ou in vivo, a la possibilité de s'oxyder, et une fois qu'il est oxydé, ce polyéthylène va aboutir à une augmentation de l'usure de celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle a été mis au point, à partir du fin des années 90, début des années 2000, les polyéthylènes dits hautement réticulés, c'est-à-dire une cohésion macromoléculaire des chaînes très importante, par le biais d'une irradiation importante, au-delà de 5 mégas, un traitement thermique post-irradiation qui permet de stabiliser les radicaux libres, et enfin une stérilisation terminale. En effet, in vitro, il a été clairement démontré que un polyéthylène hautement réticulé était à l'origine d'une moindre production de débris d'usure. Donc cette première étude a eu lieu entre 2000 et 2002, elle était prospective, randomisée en fonction du type de cupule. 50 patients ont eu un polyéthylène hautement réticulé, 50 autres ont eu un polyéthylène partiellement réticulé qu'on peut appeler conventionnel. Un seul opérateur dans cette série qui est Jean-Pierre Courpier. La cupule était de dessin identique dans les 2 groupes, donc hautement réticulé, très fortement irradié à 10 mégas, avec une refonte post-irradiation, et un polyéthylène, pour simplifier, qu'on va appeler conventionnel dans le 2e groupe. Aucune différence significative en termes de données démographiques entre les 2 groupes. Ça, et donc toutes les interventions ont été réalisées selon la même technique chirurgicale, avec le même type de pièce fémorale, une tête de 22 et des suites identiques. Voilà pour la première étude. La deuxième étude nous a fait nous intéresser à un matériau qui s'appelle l'oxynium. L'oxynium, c'est un alliage métallique qui subit une oxydation par diffusion thermique en milieu oxygéné, et ça aboutit donc à un corps qui est métallique et une surface céramisée qui s'appelle du dioxyde de zirconium. Excellente propriété tribologique in vitro. L'étude a été la suivante, donc elle aussi prospective randomisée. Là, le critère de randomisation était le matériau de la tête fémorale. 50 patients ont eu une tête oxynium versus 50 patients une tête métal. Cette série était multi-opérateur. Toujours le même dessin de la cupule. Alors, le polyéthylène était un polyéthylène qu'on va appeler non irradié, non réticulé. C'était pour les 50 premiers patients. Il y avait un deuxième critère de randomisation, et les 50 patients suivants ont eu un polyéthylène hautement réticulé, même technique chirurgicale, même diamètre de tête, et les suites identiques. Aucune différence en termes de données démographiques en ce qui concerne les 2 groupes de patients. Troisième étude nous a fait nous intéresser à un autre matériau qui s'appelle la céramique delta. En pratique, il existait des données de la littérature qui montraient qu'il était intéressant de mettre une tête céramique en face de polyéthylène plutôt qu'une tête métal pour diminuer l'usure. Ça, c'était vrai pour des têtes de 32 en ce qui concerne l'alumine. Je vous rappelle que nous, on ne s'intéresse qu'à des têtes de petit diamètre. D'où l'intérêt de cet oxyde mixte, cette céramique qui contient à la fois de l'alumine et de la zircone étant présente pour stabiliser l'alumine et éviter le risque de propagation de fissures. Nous avons validé au laboratoire la sécurité de ce petit diamètre de tête et l'absence de risque dans des conditions extrêmes de fracture de ce petit diamètre de tête. Et donc l'objectif de cette troisième étude, c'était de comparer une tête en céramique delta versus une tête en acier inox. Elle s'est également déroulée à l'hôpital Cochin entre 2007 et 2008. Et donc le critère de randomisation, une fois de plus, c'était le matériau de la tête fémorale. Là encore, aucune différence significative entre les 2 groupes de patients.
Le critère d'évaluation, il y en a eu plusieurs, mais le critère principal pour ces 3 études était toujours le même, c'était la pénétration de la tête fémorale à l'intérieur du polyéthylène avec ce logiciel dont je viens de vous parler, qu'on avait validé en termes de précision et de reproductibilité. Vous voyez ici comment ça se passe, et avec ce type de logiciel, on arrive à avoir des données concernant la longueur du vecteur usure, sa direction. Le diamètre de la tête fémorale étant connu, on a des données sur la pénétration volumétrique, et l'analyse statistique a été réalisée de façon habituelle. On en vient au résultat. L'étude numéro 1, donc polyéthylène conventionnel versus polyéthylène hautement réticulé sur des têtes métalliques. Le suivi était de, en gros, 9 ans dans les 2 groupes, avec 30 patients analysés dans le groupe conventionnel, 38 dans le groupe hautement réticulé. Et en termes de pénétration, vous le voyez sur la courbe ici, on est proche d'1 millimètre pour le conventionnel, proche de 0 pour le hautement réticulé. En termes de taux de pénétration, de taux d'usure, c'est-à-dire en prenant la radiographie à 2 ans ou 1 an et demi comme référence et en ne mesurant que l'usure vraie, on est à 0,1 mm par an pour le conventionnel, proche de 0 pour le hautement réticulé. Deuxième étude, donc c'était les têtes oxynium versus des têtes métalliques. Donc la première série, 50 patients avaient un polyéthylène conventionnel, 44 hanches ont pu être analysées à 7 ans de recul médian, et dans le groupe deuxième série de 50 patients, 42 hanches ont pu être analysées après un recul médian de 6 ans. En termes de taux d'usure vrai, avec une tête oxynium 0,04, tête métallique 0,1 sur du polyéthylène stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Sur du polyéthylène hautement réticulé, une tête oxynium 0,02 mm par an, 0,05 avec une tête métal. Là encore, dans les 2 cas, des différences significatives en faveur de l'oxynium. Et si on poule les résultats en fonction du type de polyéthylène, donc vous avez là en gris clair le hautement réticulé, en gris foncé du polyéthylène conventionnel, des résultats nettement en faveur du hautement réticulé, ce qu'on retrouve des résultats qu'on avait déjà mis en évidence dans la première étude. Troisième étude, céramique delta versus tête métallique, donc 38 hanches ont pu être analysées dans le groupe acier et 42 dans le groupe tête delta, après un recul médian de 4 ans. Aucune tête de fracture delta n'a été à déplorer dans cette série. En termes de pénétration globale, 0,12 versus 0,14, pas de différence significative. Si on s'intéressait qu'à la première phase donc de fluage, rodage 0,25, 0,27, pas de différence significative. Et le critère le plus important, c'est l'usure vraie au-delà de la première année, 0,06 versus 0,07, pas de différence significative. Donc à partir de ces données, on a pu mettre en évidence que ce polyéthylène hautement réticulé était à l'origine d'une réduction majeure de l'usure sans ostéolyse radiologique avérée. Et on arrive maintenant à 2016, donc même 16 ans de recul, où nous n'avons jamais encore repris de patients pour usure et ostéolyse avec un polyéthylène hautement réticulé. Le matériau de la tête fémorale, donc avec une tête oxynium, l'avantage est statistiquement significatif, non statistiquement significatif avec une tête delta, mais les différences semblent quand même relativement limitées pour pouvoir affirmer un avantage clinique. D'autres études avec d'autres diamètres de la tête fémorale, ça c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2011, confirme nos données avec une réduction vraiment significative, très largement significative de l'usure avec du polyéthylène hautement réticulé et également une réduction du taux d'ostéolyse radiologique. En ce qui nous concerne, donc cette prothèse de Charney-Kerboul reste le gold standard avec sa tête fémorale de 22 mm et la fixation cimentée qui ne pose pas de problème particulier s'il n'y a pas d'usure du polyéthylène. Il semble très clair que le polyéthylène hautement réticulé réduit de façon très significative l'usure et on est en train de s'orienter vers l'utilisation d'une tête oxynium chez les patients relativement jeunes et actifs. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Amadouche, c'est très clair. Jacques Caton va commenter assez rapidement cette communication. Je crois qu'on ne peut que féliciter Moussa Amadouche pour la rigueur de ses études qui sont conduites, comme l'a souligné Jean-Pierre Courpier, depuis de nombreuses années. Et il est nécessaire d'avoir aujourd'hui des essais randomisés contrôlés si on veut vraiment
faire la différence entre deux matériaux, deux techniques ou deux problèmes particuliers. Alors, il est évident aujourd'hui que le polyéthylène hautement réticulé donne de meilleurs résultats en termes d'usure que le polyéthylène conventionnel. Néanmoins, enfin, d'abord, moi j'ai plusieurs questions à poser à Moussa. D'abord, comme tu l'as dit très justement, la TET 22 a joué un rôle très important. Et aujourd'hui, on a vu à la Mayo Clinique avec le travail d'Abdel des résultats à plus de 40 ans de recul, avec de toujours très bons résultats en termes de survie de ces prothèses de type Charnley. Et on voit bien que l'augmentation du diamètre de la tête va augmenter l'usure, avec une limite aujourd'hui qui est de 36 mm, et cette nouvelle pathologie du trunionosis en fonction d'un diamètre, même y compris sur les têtes céramiques, à plus de 36. Alors, le polyéthylène hautement réticulé, tu nous as montré, il y en a 5. Lequel faut-il utiliser? Refondu, recuit. Bon, c'est des problèmes techniques, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour se retrouver sur ce polyéthylène hautement réticulé. Aujourd'hui, utilisez-vous le Durazul, toujours à Cochin. En ce qui concerne la fragilité des têtes, on a bien vu que les têtes métalliques avec du polyéthylène hautement réticulé continuent à donner de très bons résultats. Tu as parlé de l'oxynium, et l'oxynium, c'est une céramisation de la tête sur une couverture, donc ça peut se rayer. Il a été démontré que ça se rayait, et lorsque ça s'est rayé, ça donne des résultats catastrophiques en termes d'usure. Alors ça peut se rayer en termes de luxation aujourd'hui. Ensuite, ma troisième question, c'est peut-on améliorer le polyéthylène standard? Et la dernière question, c'est est-ce que la double mobilité est un nouveau couple de frottement aujourd'hui? Parce que l'usure de la double mobilité est assez complexe, et il n'y a pas qu'une usure par pénétration, c'est une usure tridimensionnelle également sur la convexité, etc. On a l'impression que l'usure, a priori, n'est pas plus importante, sinon un peu moins importante, mais c'est difficile de la mesurer. Peut-on utiliser le logiciel de Martel pour mesurer l'usure dans la double mobilité? Voilà les questions que je te pose. Alors, la première question, c'était lequel parmi les 5 polyéthylènes hautement réticulés de première génération il faut utiliser? Je n'ai pas la réponse. Ils semblent donner tous des résultats en termes de réduction d'usure équivalents. Le souci, c'est est-ce qu'il faut plutôt avoir une refonte ou un recuit post-irradiation? En termes de recuit, il y a des radicaux libres et donc une possibilité d'oxydation résiduelle. En termes de refonte, on pensait qu'il n'y avait pas d'oxydation, mais seulement comme inconvénient une diminution des propriétés mécaniques. Et il s'avère qu'au-delà de la 2e décennie, il est possible que ça puisse s'oxyder. Donc il n'y a pas de réponse à cette question aujourd'hui. Deuxième question, ça concernait l'oxynium. Oui, c'est vrai, quand il y a des phénomènes de luxation itérative, donc d'instabilité, la tête oxynium, donc la surface céramisée n'est que de 4 mm et elle peut effectivement se rayer. Et on a rapporté d'ailleurs un cas après luxation itérative. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je n'utilise pas de tête oxynium dans les reprises, parce qu'il y a un renfort acétabulaire métallique et que s'il y a un risque de luxation, j'ai peur qu'il y ait un arrachage de la surface céramisée, ou dans les séquelles de luxation congénitale, quand j'ai réalisé une butée avec des vis, je suis toujours inquiet de ce risque d'arrachage. Sinon, en dehors de ces 2 contre-indications, chez les patients jeunes et actifs, je pense que c'est une alternative intéressante. Troisième question, c'est est-ce qu'il est possible d'améliorer le polyéthylène hautement réticulé? Standard, oui, par du polyéthylène hautement réticulé. J'ai pas compris la question, vas-y. Est-ce que les qualités mécaniques? Oui, est-ce qu'on peut améliorer le polyéthylène standard évolue avec le temps? Est-ce qu'on peut penser qu'on peut améliorer le polyéthylène standard avec une usure moins radicale comme ça là aujourd'hui? C'est-à-dire sans le réticuler? Sans le hautement réticulé, oui. Non, la réponse est non. Non. Est-ce qu'on peut améliorer? Je vais quand même répondre à la question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut améliorer le polyéthylène hautement réticulé de première génération? La réponse c'est, voilà, comme je vous ai dit, avec les 2 méthodes dites de première génération, ont des inconvénients, pas en clinique. Il n'y a aucune conséquence clinique de ces inconvénients
potentiels qui ont été démontrés in vitro, il semble qu'ajouter un antioxydant au polyéthylène, ça permette de réduire de façon définitive, jusqu'à la prochaine étude qui démontrera le contraire, les risques d'oxydation tout en conservant les propriétés mécaniques et une résistance à l'usure très importante. Avec par exemple la vitamine E, l'antioxydant comme la vitamine E. Et dernière question, la double mobilité. Alors, est-ce que oui, c'est un couple de frottement en soi parce que c'est un fonctionnement qui est complètement particulier. Il y a deux articulations. Alors, en revanche, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier les critères de bon sens. Hein. Il y a deux articulations, donc il y a forcément plus d'usure avec de la double mobilité. Même si l'essentiel de la mobilité se fait dans la petite articulation, il ne peut pas en être autrement qu'y avoir plus d'usure avec de la double mobilité. Après, est-ce qu'il y a des conséquences? Les données à long terme ne concernent que des doubles mobilités avec un dessin imparfait, etc. Donc sur les doubles mobilités modernes, il semble que ce soit intéressant, mais il n'y a pas de données vraiment très solides avec un très niveau de preuve qui le montre. Malheureusement, on ne peut pas faire d'études court terme prédictives de ce qui va se passer à long terme avec de la double mobilité, parce qu'il n'est pas possible de mesurer l'usure sur une double mobilité. La cupule métallique de la double mobilité se projetant régulièrement sur la tête fémorale, il n'est pas possible de définir le centre de la tête fémorale sur toute une série de radiographies. Donc ça fait beaucoup de radiographies exclues et on ne peut pas mesurer de façon fiable l'usure. On ne peut avoir affaire qu'à des données sur explant. Je peux te montrer une radio avec une mesure d'usure sur le muscle. Oui, bien sûr. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle. Elle était dans... On l'avait mis de... C'était Bousquet 14. Bousquet 14. Ah, voilà. Ouais, c'est bon. Non, simplement, bon, je résiste pas. J'ai vu cette patiente en consultation la semaine dernière. Il s'agissait d'une préfète italienne qui est une des dernières malades opérées par Gilles Bousquet en 1995. Il est mort quelques jours après son opération. Et puis, elle est venue me consulter pour l'autre côté, puisque Gilles Bousquet étant décédé. Et à l'époque, j'ai mis cette prothèse de Charney, puisque je suis comme vous fervent, mais avec une tête zircone là. Donc c'est une tête zircone qui a 16 ans de recul. Donc notre coupe de frottement, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les têtes zircones aujourd'hui, mais tu vois qu'on peut mesurer d'une part l'usure, c'est la question que je pose sur cette double mobilité qui a 21 ans de recul avec une usure, elle va parfaitement bien, on ne regarde pas l'histoire du fémur avec une usure de 1,5 mm mesurée classiquement avec la méthode de Chevreau. Et puis de l'autre côté, elle a 1,25 mm d'usure sur une tête zircone sans ostéolyse et sans problème particulier. Bien, où est-ce que vous en êtes avec les zircones? Je vais commenter, je réponds à sa question quand même. En ce qui concerne la mesure d'usure, là, c'est effectivement sur cette radiographie donnée, on peut deviner le centre de la tête fémorale. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur la majorité des radios. En revanche, sur cette radiographie, qui n'est pas une prothèse de Charney, hein, puisque la pièce fémorale l'est, mais le cotyle ne l'est pas, c'est une fixation non cimentée. Et il y a seulement 2 mm d'usure, je ne sais plus, 1,25. En revanche, comme vous pouvez le voir, il y a une ostéolyse monumentale là autour des vis probablement. Bon, je crois qu'on ne va pas discuter ce cas plus longtemps. De toute façon, une hirondelle ne fait pas le printemps, comme on dit, donc un cas, ça ne veut rien dire. Et je crois qu'une question de notre invité, alors allez-y. J'avais juste une question de physicien. Si l'usure est différente, c'est peut-être que la transmission des forces est différente. Est-ce qu'on peut corréler ça à un ressenti différent de la part du patient? Une aisance différente Non, peut-être une façon de marcher différente, mais pas parce que effectivement, l'usure est très variable d'un patient à l'autre et pas seulement liée à l'activité. Et la réactivité au débris, hein, on n'est pas tous égaux face à l'ostéolyse. Il y a des gens qui produisent beaucoup de débris, beaucoup d'usure et qui ont une ostéolyse extrêmement modérée, d'autres qui ont très peu d'usure et qui ont une ostéolyse monumentale. Donc c'est très très difficile, c'est multifactoriel probablement. Bon, merci bien, je crois qu'on va conclure cette séance. D'ailleurs, il est temps, il est l'heure. Je remercie surtout les orateurs, les commentateurs et la salle pour ces questions intéressantes. Bonne soirée, au revoir.
Très bien. Merci à Jean-Pierre Courpier. Et je crois que les orthopédistes ont bien tenu leur rang. C'est au moins l'impression que j'ai eue. Merci à tous.